Bienvenue dans Tribune Libre. On dissèque le match contre Istres de vendredi soir en compagnie de Carlos Lopez et Rafik Mezrich, nos experts football, tandis que du côté de l'arbitrage, c'est toujours le même Philippe Paulet, le fabuleux Philippe Paulet, président de la commission d'arbitrage. Bonsoir Philippe. Bonsoir à tous. Ça va bien ? Ça va très bien. Bon, parfait. Allez, on attaque en soulignant l'équipe d'Istres, parce que l'équipe d'Istres, elle a fait un très beau boulot vendredi soir. Carlos, ce qu'il faut dire, c'est qu'une bonne partie de la première mi-temps, elle a imposé un pressing à l'équipe de l'Estac, un pressing qui s'est avéré fatal, puisque les Troyens ont été incapables de développer du jeu. Comme souvent, malheureusement, on a constaté que depuis le début de saison, lorsqu'une équipe exerce un pressing sur 3, on sent cette équipe troyenne mal à l'aise, on va dire. Donc, mais effectivement, on en parlait à l'instant avec graphique, une équipe d'Istres surprenante, puisque quand on voit son classement, on est un peu surpris. Un système de 4-1, 4-1, agressif, bien en place, compact, exerçant un bon pressing et surtout, je dirais, techniquement assez intéressante. On a vu des joueurs vraiment excellents, des échanges de balles intéressantes. Mais c'est une équipe qui nous a vraiment surpris sur ce match-là. Rafik, c'est vrai que ce qu'on a vu aussi, c'est cette pression, tiens, on va le voir en image, cette pression inhabituelle sur Diallo Guidiley, qui est généralement la rampe de lancement préférée des Troyens. Oui, effectivement, on a bien vu le pressing de deux joueurs istriens qui venaient de suite au pressing sur Guidiley. J'ai trouvé le bloc d'Istres assez haut, qui a empêché d'ailleurs Guidiley de relancer des ballons assez importants. Je pense que Istres a fait le pressing qu'il fallait en ayant un numéro 6 du côté de l'Estac, ayant deux joueurs offensifs du côté d'Istres. Je pense que l'entraîneur d'Istres avait déjà vu l'Estac à plusieurs reprises jouer à la maison. Ouais. On peut quand même s'étonner. Pourquoi cette équipe d'Istres est finalement avant-dernière? Parce qu'en développant un jeu comme celui-là... Comme le dit Carlos, tout à l'heure on en parlait, moi je ne regarde pas le classement, je regarde l'équipe d'Istres sur ce match-là, je me dis que ce n'est pas une équipe qui est avant-dernière. Ouais. Carlos, même avis? Effectivement, là on la voit à l'extérieur, il faut un petit peu la voir aussi à domicile, mais bon, je vous dis, on est surpris de son classement effectivement sur ce match-là. Ouais, le 4-1, 4-1 a été fatal aux Troyens, parce que honnêtement il était très bien organisé. Bien organisé et surtout bien en place. Ils sont restés en place jusqu'à la 90e minute. Tout à fait. Ils étaient super bien en place. Ça demande un gros effort physique et franchement, on n'a pas vu les Istréens fatigués. Exactement. Et puis on a vu, je crois qu'il y a un but qui arrive dans l'axe. On voit bien que Guidiley était un petit peu seul esselé dans l'axe et on voit une frappe au milieu de terrain qui arrive et qui fait but, quoi. On va passer à un autre fait important de cette rencontre, c'est le fait du match. On en a parlé dans plusieurs rencontres, on a parlé contre Angers, on va en reparler aujourd'hui. C'est les face-à-face de début de match. Ils en ont manqué 2 contre Angers, ils en manquent encore un contre cette équipe d'Istres. Carlos, on regarde les images et on voit que très tôt dans la rencontre, 10e minute je crois, Bettiol se retrouve en face-à-face avec le gardien d'Istres et malheureusement Bettiol échoue alors qu'a priori il y avait la place pour ouvrir le score avec notamment cette passe de Marcos, on va le voir, cette ouverture, et là, une nouvelle fois, Bettiol échoue. Effectivement, on s'aperçoit qu'il y a une très très bonne préparation pour mettre dans de bonnes conditions Bettiol, qui, comme à son habitude, fait d'énormes appels de balles. Malheureusement, devant le but, on s'aperçoit quand même que c'est pas évident, à quelque niveau que ce soit, de pouvoir concrétiser les actions. Malheureusement, sur ce match-là, j'ai eu un peu les commentaires de Jean-Marc Furlan, où je suis tout à fait d'accord avec lui, c'est que les occasions sont là, même si Istres est dans un bon jour, contrairement à Troyes, qui j'ai trouvé un petit peu émoussé sur ce match-là aussi. Mais les occasions sont là, donc on peut quand même toutefois remporter ce match. Puisque je pense qu'on a quand même, on a quand même plus d'occasions qu'Istres. Il faut le noter. Malheureusement, écoutez, c'est sans compter. Je crois que sur cette action de Bettiol, il faut quand même noter la bonne position du gardien de but qui ferme bien l'angle. Après Bettiol, écoutez, je vois qu'il est seul, pas de possibilité de mettre en retrait. Et bon, après, il décide de frapper. Voilà. Il y a une deuxième occasion avec Obadi, là on ne l'a pas dit, mais Obadi qui peut très bien opter pour la reprise de volée sur cette phase de jeu. Alors il choisit de contrôler. C'est encore une action de jeu annihilée.
Oui, ça, après, c'est l'appréciation du joueur qui de suite prend l'initiative de contrôler ou alors de frapper. Mais je veux dire, à mon avis, il aurait dû frapper. Ouais, c'était une option. Ouais, il aurait dû frapper. Pourtant, Obadi, généralement, s'en laisse pas compter. Hein. Généralement, il tricote pas, quoi. Oui. Mais il faut quand même noter que Obadi n'était pas dans un bon joueur, tout comme Marcos. C'est les deux métronomes de l'équipe. À partir du moment où ces deux garçons ne sont pas à l'aise techniquement, on s'aperçoit quand même qu'autour c'est déjà un peu plus difficile. Et ça s'explique par quoi? La fatigue? Sur le match, effectivement, moi j'ai eu la sensation que ces joueurs-là étaient émoussés, contrairement aux joueurs d'Istres. Quelle en est la raison? Je la connais pas, effectivement. Je pense que. Oui, bon, écoutez, ça peut arriver, hein, je pense. Oui, tout à fait. Ils ont tellement donné, l'équipe ne bouge pas beaucoup, elle évolue pas. On a vu aussi une équipe d'Istres qui avait quand même plus envie de gagner que l'Estac, qui avait quand même un côté agressif beaucoup plus important que les joueurs de l'Estac. On a vu Obadi qui bougeait moins que d'habitude. On l'a vu un peu fatigué. Donc. C'est vrai que... C'est une équipe d'Istres dos au mur, ça pardonne pas. Oui, ouais, ils n'avaient rien à perdre. Hein. Jean-Marc Furlan essaie de réagir en fin de match, vers l'heure de jeu, en installant un 4-2-3-1 avec l'entrée de Sega Keita. C'était pas un petit peu trop tard, Carlos? Écoutez, à partir du moment où ça réussit pas, bien évidemment que le constat c'est que on peut penser que c'est trop tard. Encore une fois, il a ses raisons. Mais je trouvais que le petit Keita a essayé aussi, malheureusement sans succès. Et puis surtout après, je crois qu'il y a Duhamel qui rentre également en fin de match. On peut penser qu'effectivement sur une action où sa frappe ne passe pas loin, on peut là aussi penser peut-être que c'est trop tard. Mais écoutez, c'est facile à dire devant un micro, c'est sûr. Mais encore une fois, peut-être qu'à un moment du match où quand on sent que ça va pas et qu'il y a des garçons effectivement un peu plus fatigués que d'habitude, amener de la fraîcheur assez tôt, ça peut être effectivement intéressant. Solution. Et là, qu'est-ce que vous avez vu, messieurs, par rapport au 4-2-3-1 face au 4-1-4-1, inchangé d'Istres, il y a eu des ouvertures plus, des solutions apportées par l'entrée de Keita? Non, ça n'a pas changé. Je viens de dire, pas particulièrement. Je trouvais, encore une fois, l'équipe un peu en dedans. Quels que soient les changements, ça n'a pas apporté... il a replacé un petit peu Fossoyé au milieu de terrain, effectivement, qui m'a semblé un peu plus à l'aise, je dirais. À côté de Guy Delay. Tout à fait. Est-ce que c'était des solutions de départ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que, encore une fois, indépendamment de l'aspect tactique, les occasions ont été là. Donc après, on peut... parler de l'aspect tactique, mais je pense que Troyes, même dans un mauvais jour, était en mesure de remporter ce match. Mais je crois qu'effectivement, je suis d'accord avec Rafik, c'est l'équipe qui en voulait le plus qui l'a eu. Il n'y a pas eu de problème d'arbitrage, messieurs. L'Estac n'a pas eu à se plaindre d'un penalty pas accordé, donc il peut souffler. Voilà, je peux m'en aller, c'est vous. Voilà. Non, on est là pour éclairer le public sur l'arbitrage. Et il y a un souci, je vais te dire, parce qu'on n'a pas forcément compris la décision de l'arbitre à la 45e minute, alors que l'Estac se trouve en bonne position offensive. C'était monsieur Auroux. Monsieur Auroux. D'accord, qui décide d'arrêter le jeu alors qu'ils sont en bonne position, les Troyens, pour signaler qu'il y a une faute. Il y a deux adversaires, il y a deux joueurs à terre. Il décide d'arrêter le jeu alors que Troyes avait manifestement une bonne position. On regarde les images et vous dites ce que vous en pensez, Philippe. Regardez Cédrouin qui sera à l'origine. Donc voilà. Donc il y a un choc, effectivement. Oui. Donc, dans l'esprit de l'arbitre, vous voyez, on le dit bien dans son premier avis, s'il pense que c'est une blessure légère, automatiquement il laisse le jeu. Mais là, compte tenu du choc et que les joueurs restent à terre, il arrête le jeu. Le but de l'arbitre, effectivement, c'est la sécurité et l'intégrité physique des joueurs. Là, on voit bien que c'est pas de la simulation. Donc pour lui, c'est d'arrêter le jeu. Oui. Contre-attaque ou pas contre-attaque, avantage ou pas avantage. Mais Troyes était en très bonne position. On n'est pas là pour assurer un but, justement, ou une contre-attaque. Oui, mais on peut très bien marquer le but et puis aller voir ce qui se passe ensuite. Et puis si malheureusement, le choc, on ne sait pas ce qu'il peut y avoir, il peut y avoir une perte de connaissance. C'est un choc violent, il faut se rendre. L'arbitre est responsable de la sécurité. On va revoir la séquence. Carlos, manifestement, Obadi avait un boulevard. Voilà. Mais là, le choc est violent. Moi, Monsieur Auroux regarde. Pour une fois, on peut être d'accord avec Philippe. Effectivement, la sécurité des joueurs avant tout. Donc, je trouve que l'arbitre sur ce coup-là a très bien fait. Tant plus que l'action est sur le côté d'Obadi. Si c'était vraiment dans l'axe, prêt à marquer, on peut effectivement douter un petit peu de l'arrêt du jeu. Mais là, sur le côté,
Mais je trouve que là-dessus, l'arbitre a eu tout à fait raison. En plus que le choc a quand même été très violent. Moi, j'ai personnellement eu peur que les joueurs soient cassés le tibia sur ce coup-là. Mais encore une fois, là-dessus, on n'a rien à reprocher à l'arbitrage. Parce que la simulation aujourd'hui, c'est la difficulté de déceler. Voilà, de déceler. Parce qu'il y a tellement de simulations que. Alors après, on reproche à l'arbitre justement ou d'arrêter le jeu ou de ne pas l'arrêter. C'est une situation très difficile. J'aimerais qu'on m'éclaire sur une règle qui est en vigueur depuis le début de la saison, ou le début de la saison dernière, je crois. Où l'arbitre doit arrêter le jeu. L'arbitre n'arrête pas le jeu. C'est-à-dire que c'est lui qui arrête le jeu. On ne demande pas aux joueurs de sortir le ballon aujourd'hui. Voilà. Mais après, la difficulté, c'est de se dire est-ce que c'est une blessure légère ou pas. Alors, l'intime conviction de l'arbitre, c'est au premier. On voit en fonction de la position si le choc est violent ou pas, ou si c'est une blessure légère. Dans ces cas-là, on laisse se dérouler le jeu et on intervient au premier arrêt de jeu et on va sur la blessure. Bien souvent, c'est vrai que là, on le voit de toute façon, le joueur, il regarde, il se relève. Donc là-dessus, on se dit on a eu raison. Par contre, quand les deux joueurs, surtout sur un choc frontal, où là, on voit vraiment qu'il y a eu choc, on l'a entendu, on laisse dérouler le jeu, on arrête aussitôt pour la sécurité justement des joueurs. Rafik, mon avis? Non, mais moi je suis tout à fait d'accord avec lui. Je suis bien placé pour le dire parce que j'ai été blessé sur un choc aussi. Je pense que l'arbitre a bien fait d'arrêter le match, on ne sait jamais. Mais c'est toute la difficulté de déceler. Alors, suivant pour qui on est... C'est l'instinct de l'arbitre qui préjugera. Voilà, c'est ça, c'est de se dire, par rapport où on est placé, est-ce que le choc est violent, est-ce que c'est vraiment une blessure, est-ce que c'est léger, est-ce que c'est de la simulation? Mais pendant ce temps-là, le jeu, lui, il continue. Oui. Et c'est là la difficulté, il se passe un dixième de seconde, mais lui, le ballon, il a fait du trajet. Il faut s'interroger sur ce qui aurait pu se passer si effectivement ça aurait été très très grave et qu'on aurait laissé continuer l'action. Je pense que l'arbitre, là, par contre, aurait eu des soucis. Sur ce coup-là, les Troyens n'ont pas beaucoup protesté. On ne peut pas, si M. Drouin ou l'autre joueur a justement la jambe de cassé, on se dira bravo l'arbitre, c'est vrai. C'est quelle circulaire celle-là? C'est la 5-19. 5-19. Je viens avec ça, voilà, c'est voilà, on apprend avec Philippe la 5-19. Donc, voilà. Des joueurs blessés, pratique des joueurs blessés. Mais c'est une position très difficile pour l'arbitre. Parce que suivant dans le camp où on est, on se dit mince, il a arrêté le jeu, on avait une attaque favorable, mais il faut voir quand même qu'à côté, il y a un joueur ou des joueurs qui sont blessés. Merci Philippe. Et justement, les sanctions dans ces cas-là, lorsque le joueur fait de la simulation, on a toute l'attitude pour après le sanctionner si vraiment c'était une conduite. On l'a vu notamment dimanche soir lors de PSG Marseille. Pour conclure, il y a une action qui s'est déroulée jusqu'au bout, c'est celle d'Abdou Sissoko à la 65e minute, une action qui aurait peut-être pu aboutir à la victoire de Estac. Rafik, on va la revoir ensemble cette occasion parce que honnêtement, il s'en est pas fallu de grand-chose pour que Abdou donc délivre l'Estac. Une action parfaitement amené, malheureusement, Abdou ne trouve pas la cage. On regarde donc cette action et vous allez commenter en ma compagnie cette occasion qui est bien amenée, parce que honnêtement, les Troyens, sur certaines phases de jeu, c'était plutôt pas mal. Oui, une très bonne préparation. On voit bien Bétiol sur le côté, passe en retrait sur Marcos, et là on décale sur le côté gauche, et là il se retrouve seul, et là il met un plat du pied. Est-ce que c'était la bonne surface à prendre, le plat du pied? S'il la met dedans, on dit oui. Là, il la met à la côté. Je suis obligé de dire non. Non, mais je pense qu'il ne rentre pas assez dans la balle. Ouais. Je pense qu'il n'a pas assez la conviction pour marquer le but. Il est assez surpris de sa position. Et je pense que c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas la détermination de mettre la balle au fond. Et voilà pourquoi on a un ballon tout mou. Tout mou, qui passe à côté. Exactement. Malheureusement, c'est un vrai gaucher, et on sait que les vrais gauchers n'ont malheureusement pas de pied droit, alors qu'un vrai droitier a un pied gauche à peu près potable. Sur ce coup-là, je pense que le petit Sissoko aurait dû utiliser son pied droit intérieur pour pouvoir s'ouvrir l'angle, peut-être l'envelopper davantage, ou alors s'il utilise le pied gauche, carrément qui met plus de puissance, et pourquoi pas coup de pied, ou vraiment qui rentre davantage dans la balle. Malheureusement, ça a échoué, c'est dommage. Il faut quand même reconnaître qu'il était bien placé, très bonne passe de Marcos, très bonne préparation, un bon débordement de Bétiol, tout à fait. Maintenant, je vous dis, malheureusement, à l'arrivée, ça va très vite, il faut utiliser les bonnes surfaces de contact pour pouvoir concrétiser. Pas de but, pas de tueur à l'Estac. Ouais. C'est un clin d'œil qu'on fait à Jean-Marc Furlan pour le mercato. Enfin, pas à Jean-Marc Furlan, mais plutôt à ses dirigeants. Ensuite, on termine par le match contre Nîmes qui se déroulera vendredi prochain. Un match particulièrement difficile puisque Nîmes est en aussi mauvaise posture qu'Istres et je crois que l'entraîneur est sur un siège éjectable. Je crois que s'il ne gagne pas contre l'Estac, c'est ira mal pour ses fesses, on peut le dire. C'est toujours difficile de jouer des matchs comme ça, même si ça paraît simple. Honnêtement... C'est surtout toujours difficile de jouer à Nîmes, qui est une équipe accrocheuse, dure sur l'homme, ce que n'aime pas forcément l'équipe troyenne. Donc effectivement, c'est presque un derby pour Nîmes, c'est des habitués de ces matchs-là.
Et on peut effectivement compter sur l'entraîneur que l'on connaît bien pour justement remonter ses troupes, quoi. Donc on peut penser que ça va être un match très compliqué pour les Stags, mais qui a aussi très bien réussi à l'extérieur cette année, donc on compte sur eux. Voilà, cette émission est terminée. Je vous remercie, messieurs, d'y avoir participé. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour donc ce débriefing face à Nîmes. Merci, à très bientôt, bonne soirée. Merci.